Messieurs, dames, bien le bonjour, on y est, il est l'heure, il est 11h25 pour ce nouvel épisode du Juste Bistrot sur Twitch. Vous le savez, c'est le RDV maintenant, mardi, vendredi, et par moments, ça tape sans prévenir. C'est comme la foudre, donc voilà, on se retrouve dans une semaine riche en émotions. On va revenir sur beaucoup de choses, notamment ce qui s'est passé hier. On va parler corrida, on va parler soignants non vaccinés, hein, toujours suspendus. Il s'est passé, voilà. Enfin, normalement, ça devrait choquer. Voilà. Dans une démocratie normale, ça devrait choquer ce qui s'est passé. En France, c'est juste, c'est plus belle la vie, quoi. Saison 43, épisode 12 652, et ça nous fait ricaner, à la rigueur. Mais ça ne choque plus, donc c'est assez sidérant ce qui s'est passé. On va revenir sur tout ça. On peut parler un petit peu de la Coupe du Monde, et vous le savez, c'est Radio Qatar. Ça, c'est le RDV. RDV, demain. Demain, 18h, on est sur une semaine, c'est un grand chelem. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite, c'est un grand chelem. On aura eu une vidéo tous les soirs de la semaine, chers amis, sur Juste Milieu. Hein, c'est le grand chelem. Je peux vous dire déjà, ce soir, on se retrouve pour une petite surprise que je vous avais pas annoncée. Ah, celle-là, elle n'était pas annoncée. Ça s'est fait vraiment voilà, que du plaisir avec Romain Molina, deuxième session sur Juste Milieu. Et cette fois, on va parler de son nouveau livre qui est sorti il y a une dizaine de jours. Soyez au rendez-vous, vraiment un livre exceptionnel. Tout le travail, toute la qualité du boulot de Romain Molina qu'on connaît, qui cette fois quitte un petit peu les terrains de foot et nous emmène du côté du Yémen avec une affaire qu'il révèle. Hein, il a travaillé notamment avec une journaliste yéménite et il révèle un scandale à la hauteur de l'affaire Lafarge avec Daesh. On est à peu près dans les mêmes créneaux. Cette fois, ça touche Total et Al-Qaïda, vous allez comprendre vraiment, c'était un plaisir encore d'avoir Romain. Hier, ça sort ce soir à 18h. Il y a Temal CCV qui dit Hello pub d'emblée. Ah, c'est pub pour Romain Molina. Voilà, donc je le dis, c'est la vidéo de ce soir. Demain 18h, Radio Qatar épisode 4. Et dimanche, là, on finit la semaine en beauté avec le deuxième épisode du panier Runachaud. On revient sur Agnès Pannier-Runacher. Que du plaisir, les amis, une semaine complètement zinzin. Hein, completely zinzin. Alors, merci, bonjour à tous, hein, bonjour à tous les amis qui sont là, hein, toujours les fidèles parmi les fidèles. Il y a Mister Locke, et c'est vrai que ça aussi c'est un sujet. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui, on va pas se mentir. Il y a aussi cette affaire, hein, cette affaire terrible qui a été révélée, hein, l'affaire de Fact and Curious, hein, tout le monde hein, du fact-checking français qui est en train de s'écrouler. Alors, certaines têtes, parce que rappelons quand même que dans le fact-checking, il y a aussi des gens qui font ça sérieusement, sans conflit d'intérêt et avec vraiment un bon esprit, ce qui n'est pas le cas de certains qui sont en train de se péter la gueule, hein, notamment l'ami La Tronche en biais. C'est vrai que j'y en veux pas un peu, j'y en veux pas, hein, j'ai pas de problème avec lui, mais c'est vrai qu'hier, il a fait un tweet sur le professeur Raoult. Tu sens que les zététiciens, ah, ils sont en train de se. Ah ben, zététiciens, mais on sait plus trop ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, on va voir, on va parler aussi de ça. Il y a beaucoup de sujets, les amis, vraiment, dans cet épisode avec Idriss Aberkan qui revient au premier plan, hein, parce que forcément, lui qui était aux prises avec toute cette sphère-là, qui a pris quand même des sauts de merde hein, dans des dimensions. Assez solide. Et là, forcément, là, c'est le retour de bâton. Donc, on va décrypter un petit peu tout ce bazar. Je ne sais pas par où commencer. Vraiment, aujourd'hui, on se régale. Ouais. Hum. On se régale. Le souverain nous parle hein, de ce député qui a dit tu vas la fermer à l'Assemblée. Ouais, non, ah, je sais pas par quoi commencer. Je sais pas, je vais pas vous mentir, je sais pas par quoi commencer parce que vraiment c'est complètement zinzin. Beaucoup de choses sont en train de se fissurer. On l'a vu. Alors il y a aussi bien sûr l'enquête ouverte contre Emmanuel Macron. Depuis 3 jours, franchement, on est dans un accélérateur de particules. Alors, est-ce que tout ça hein, n'est qu'un énième épisode de la grande pièce de théâtre dans laquelle nous vivons, ou est-ce que réellement les choses se fissurent? Auquel cas, faut-il sortir les cotillons ou est-ce que forcément ça va se durcir dans la répression, que ce soit la répression des idées ou la répression d'autres choses hein, rappelons quand même la réaction animale hein, d'une bête blessée qui n'est jamais aussi féroce que justement quand elle est réellement en danger. Donc c'est quand même ce qui peut faire peur. Ouais. Mm.
C'est ce qui peut faire peur, mais on va un petit peu, voilà, débroussailler tout ça ensemble, les amis, parce que... Oh, on va débroussailler tout ça. Tu vois, en plus, il y a Fusible 8656 qui dit émission spéciale de 2 heures aujourd'hui, vu l'actu. J'aimerais bien, mais vendredi, qu'est-ce qui se passe? Il y a conduite. Eh oui, les gars. Eh oui. Eh oui. Et puis là, ça rigole plus. Là, jusqu'à présent, ça, j'y allais bourré, tout va bien. Non, je rigole. Ça, c'est une vanne. Euh, mais là, ça y est, j'ai la date de l'examen. Bip, bip. Là, ça rigole plus. Là, il y a l'examinateur. Alors, après, le destin peut m'envoyer un cadeau. À tout moment, l'examinateur adore juste mieux. Et là, c'est ce qu'on appelle le karma, à un moment donné. Ou alors, le destin est fan d'Olivier Véran. C'est aussi ce qu'on appelle le karma. Bah, alors, à mon avis, ce sera plus Karma Sutra sur le pare-choc en fin d'examen, mais bon, ça, on verra. Mais après, on ne sait pas, tu vois. On ne sait jamais. Et tout ça passera. C'est le vendredi 13 janvier. Je vous communique la date. Euh, je suis pas forcément superstitieux, hein, parce que la nature n'a pas été tendre avec moi, hein, surtout sur le plan du faciès. Donc, si tu veux, bon, je me fais pas beaucoup d'illusions, mais du coup, j'y vais serein, quoi. Voilà, j'y vais serein. Donc, le rendez-vous est donné. Donc, maintenant, le vendredi, c'est sérieux. Là, je fais l'émission. On s'envoie un rouleau d'été à midi. Puis après, c'est parti. 14h15 sur la route. Là, ça n'a plus la même chose. Là, ça n'a plus le même rapport. Là, il faut que je fasse l'amour au goudron. Là, on est sur une dynamique qui n'a plus rien à voir. Donc, on verra un petit peu. Mais en attendant, on a 1 heure plein pot, plein gaz ensemble. Et on va commencer avec justement cette affaire, hein, de Fact and Curious. Alors, tout commence avec Idriss Aberkan. Alors, qui a reçu dans une vidéo assez exceptionnelle, hein, vraiment. Ça, Idriss revient plein gaz, vraiment à fond, la forme. Il a reçu une certaine, alors je vais vous dire, je vais vous résumer, hein, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Euh, donc je vous lis, hein, la vidéo, c'est celle-ci, hein, bien sûr, je vais mettre le lien dans la description. Merci beaucoup à Burger King 051 qui vient de Subprime. Merci beaucoup, camarade, ça fait plaisir. Ça fait totalement plaisir. Regarde, c'est ça que je voulais mettre. Paf, voilà. Donc, Madame Daoust, voilà, ça c'est la vidéo. Je vous mets le lien si vous voulez la regarder, hein, après, hein, cette émission. Donc on a le résumé en fait, hein. Idriss Aberkan a reçu une certaine Malika, que nous avons interviewée, a voulu lancer l'alerte concernant le fonctionnement de Fact & Curious comme personne morale et de son fondateur comme personne physique, ayant déposé plainte pénale contre lui pour violence aggravée. Silence immédiat des agences qu'elle contacte, en particulier l'agence France Presse, qui se refuse à donner suite. Malika alerte alors directement le palais des idées, qui lui répond très rapidement et se déclare profondément concerné par son alerte, en contraste étrange avec les fins de non-recevoir qu'elle a reçues jusqu'ici. Ce que nous démontre Malika, c'est l'existence la plus vraisemblable d'un réseau d'influence, d'une collection d'officines qui se présentent comme indépendantes, mais qui en réalité travaillent de la façon la plus coordonnée dans le but de discréditer des cibles identifiées à l'avance. Selon elle, dans ce réseau, Fact & Curious n'aura été qu'un pion de plus manipulé, plus que manipulateur. Donc, à la suite de cela, hein, Idriss Aberkan s'est rendu chez André Berkoff, notamment, aussi sur Ligne Droite. Donc, il y a déjà une couverture médiatique de cette affaire. Et on apprend, hein, voilà, hein, que Malika Daoust, hein, qui est en lien, hein, direct, hein, compagne. Merci à Xir qui vient de Subprime, merci beaucoup, de Antoine Daoust, donc celui qui a créé Fact & Curious. Et on a effectivement des choses tout à fait zinzin. Donc on voit, quand je vous parlais tout à l'heure, on a une sorte de système qui s'effrite. C'est celui vraiment de certains de ces, parce qu'il faut rester juste milieu, hein, de certains de ces fact-checkers autoproclamés, vérificateurs de l'info, détenteurs de la vérité et administrateur des souplesses auriculaires. Et donc, ce Antoine Daoust, donc Fact & Curious, vous en aviez sûrement entendu parler pendant le Covid, c'était vraiment l'un des organes, hein, avec des gens que l'on connaît, hein, désormais, Tristan Mendes France, Rudi Reichstadt, Latron Chambier, Julien Pain, cette caste, en fait, cette caste autoproclamée de gens, hein, dans le fact-checking, qui se sont imposés à la fois comme de faux relais du discours gouvernemental. Ça, pour le coup, c'est pas une véritable découverte, dans la mesure où ils n'ont quasiment jamais pris le contre-pied de ce qui était dit par le gouvernement, quitte à soutenir des choses qui se sont invalidées derrière ou qui se sont révélées fausses
dans la foulée. C'est le cas, par exemple, du discours sur la capacité de réduction de la transmission du vaccin. Ça, par exemple, des Julien Pain et compagnie ont mangé leur chapeau. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de comprendre avec ces éléments-là. Alors, soyons prudents, c'est toujours le doute. Le doute m'habite. Euh, on est en train de voir quand même que ce système-là ressemble à un système assez bien organisé, où ces fact-checkers autoproclamés seraient surtout des relais, en fait, de euh, du discours gouvernemental. Donc, effectivement, c'est ce que dit Idriss Aberkan aujourd'hui, c'est intéressant qu'il explique sur Twitter. Il y a eu beaucoup, beaucoup de communication là-dessus. Merci à Yodal Famu qui vient de sub. Merci beaucoup, camarade. Des documents qui m'a été donné de constater, en dépit des accusations que porte Malika Daoust contre lui, et bien que je n'ai aucune sympathie particulière pour lui, j'ai acquis l'impression de ce qu'Antoine Daoust s'est laissé happer par un système qui l'a broyé. Donc, on voit en fait s'installer toujours avec un avantage qui est en train d'être pris potentiellement, mais on a l'impression voilà, c'est une sorte de guerre des clans qui se continue entre ceux qui n'étaient pas dans les fact-checkers et ceux qui sont dans les fact-checkers, d'une certaine manière. Mais tout ça se fissure et c'est très intéressant parce que voilà, Fact and Curious qui a eu l'agrément de l'AFP, il y a eu ça pose beaucoup de problèmes, vraiment. Je ne veux pas résumer et oublier des éléments en route. N'hésitez pas à regarder les vidéos d'Idriss Aberkan, bien sûr, et ses différentes interventions, notamment chez André Berkov sur Sud Radio. Merci à Totor90 qui vient de Subprime, ça c'est magnifique. Donc on a des relais, et en fait le véritable problème est là, parce que des gens soient autoproclamés fact-checkers ou quoi sur Internet, ça à la limite c'est pas très grave. Moi je me suis autoproclamé juste mieux. Donc si tu veux, c'est pas grave. Il y en a eu même une, Enjoy, elle s'est autoproclamée Phoenix. Donc je veux dire, aujourd'hui, voilà, Timbo, Inchep, c'est pas la question. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de voir que tout ça a quand même un vernis gouvernemental direct avec des agréments qui sont distribués par l'AFP. C'est-à-dire que l'AFP aurait donné un agrément à des gens qui, pour certains, n'ont pas les capacités, n'ont pas, on va dire, le pédigré, le cursus, le CV, ce que vous voulez, pour être imposé comme ça, comme fact-checker. Donc il y a un choix qui a été fait dans ces gens que l'on a mis au premier plan pour souvent dézinguer à peu près dans le même sens, que ce soit Raoult, Perron, enfin vous connaissez en fait tous ces clans qui se sont dessinés, et c'est vrai que aujourd'hui, alors sans tomber dans un biais psychologique qui fait qu'avec ces nouveaux éléments, ça nous donnerait un peu comme des nouvelles lunettes et on verrait tout ce qui s'est passé avec ce nouveau filtre-là, donc il faut rester prudent. Mais c'est vrai que tout ce groupe de fact-checkers et tout ça se sont attaqués aux mêmes personnes dans le même temps et avec les mêmes éléments. Ce qui rendait l'impression d'une forme d'évidence, c'est-à-dire que quand tout le monde s'est mis à taper sur le professeur Raoult, la puissance de la charge qui était menée, on va dire, le fait que tout aille dans le même sens, donnait une impression de masse qui tendait à valider ce qui était reproché au professeur Raoult. Et c'est là où c'était bien branlé, on va pas se mentir, c'est là où c'était bien monté comme affaire, sauf que, en vérité, un tel consensus n'existe pas. Un tel consensus n'existe pas, d'autant dans une situation qui est en train de se produire. Il y a des consensus scientifiques ou historiques, effectivement, sur des éléments passés, ça on est d'accord. Mais dans une situation qui est en train de se produire, c'était quand même compliqué que tout le monde soit d'accord uniformément, tout le monde soit d'accord dans le même sens contre les mêmes personnes. Et aujourd'hui, on comprend mieux, si tant est que, tu vois, juste au milieu, prudent, si tant est que cela soit vérifié, qu'il y ait vraiment un soutien gouvernemental et officiel vis-à-vis de ces gens-là, on comprend mieux cette stratégie qui confine presque à une stratégie militaire, une stratégie en tout cas d'influence, où on a vu ça. Et on en revient toujours au même point, ça je radote parce que je vous l'ai déjà dit un paquet de fois, mais la figure du professeur Raoult incarne à elle seule ce qu'on a vécu dans cette crise. Comment un scientifique, enfin comment un professionnel reconnu de la sorte, reconnu à l'international, qui n'avait jamais ou très peu été critiqué en France jusqu'à présent, il y a eu quelques critiques parce qu'il avait des positions notamment sur le discours climatique et autres, qui a lui-même écrit un livre où il prônait l'intérêt des vaccins. Enfin, je veux dire, comment en quelques mois ce monsieur-là est devenu un paria dont le diplôme aurait été obtenu plus ou moins dans un Kinder Surprise et qui n'avait finalement aucune foutue connaissance de ce qu'il disait.
Déjà ça, c'était inconcevable en fait à ce moment-là. Et en plus, quand cette technique de déstabilisation et de, comment dire, de décrédibilisation extrême a été utilisée contre d'autres personnes, Perron, Toussaint et consorts. Et que dans le même temps, on montait des figures comme le docteur Marty. J'ai rien à titre personnel contre lui, mais le docteur Marty s'exprime autant sur des décrets de loi pour réparer des bagnoles que sur le vaccin. Et il a une sorte de science infuse qui pose problème, en fait. Donc, tout ça est en train, voilà, de donner de montrer un nouveau visage, hein, toutes ces affaires-là euh, de fact-checking et compagnie, toutes ces castes qui se sont opposées. Mm. À tel point que certains ont un peu pété les plombs, hein. C'est euh, l'ami de la Tronchambier, hein, qui appelait comme ça sur YouTube. C'est intéressant. Après, bon, c'est la zététique. Moi, je suis pas j'ai toujours pas compris d'ailleurs ce que c'était en vérité. Mais qui a tweeté, hein, hier, je vais vous montrer le tweet, hein, il a dit, je cite, Didier Raoult est un mange-merde prêt à n'importe quelle compromission intellectuelle pour briser ceux qui contrarient sa version du réel. Je suis grossier, mais le type est vulgaire. Voilà. Alors déjà, merci à Miss Deans, hein, qui vient de se prime, c'est le 8e mois. Merci beaucoup Miss Deans, que j'embrasse, bien sûr, fidèle parmi les fidèles. Euh, Si vous voulez, bon, on a tous le droit à des écarts, ça arrive, peut-être tu peux être énervé, tu vois. Bon, alors quand tu te présentes comme détenteur de la vérité, parce que la tronche en biais, faut voir le ton des vidéos. Mais bon, peu cher, je vais pas faire un truc contre lui, tu vois. C'est pas du tout personnel. Donc là, je prends le personnage public, on va dire. Donc quand tu t'imposes, tu veux, comme celui qui a cette capacité de douter, de distinguer le vrai du faux, ça t'oblige, forcément, hein. Un homme, ça s'empêche, et là, pour le coup, un homme, ça s'oblige aussi. Et du coup, je me suis dit, merde, et c'est zététique ou c'est pas zététique? Parce que moi, je fais confiance, hein. Moi, je fais confiance à une sorte de détecteur de vérité. Euh, Moi, je fais confiance. C'est pour ça que j'ai fait un petit tweet hier, parce que la Tronchambier, il est copain avec Julien Pain. Alors lui, c'est le responsable de la vérité, mais pour France Télé. Et du coup, j'ai fait un petit tweet en taguant Julien Pain, hein, en disant, pouvez-vous fact-checker cela? Le professeur Raoult se nourrit-il vraiment d'excréments? J'ai peur que cela ne soit une vilaine fake news. Voilà. Non, parce que ce qui m'embête, c'est pas tant les insultes de la Tronchambier, parce que, bon, il y a quand même cette phrase qui restera dans les annales, hein, vu qu'on est dans le thème. Je suis grossier, mais le type est vulgaire. Ah, celle-là, elle est belle, hein. Celle-là. Ah ouais, non, non, si, si. J'ai tué quelqu'un, mais il avait tué un chat étant plus jeune. Donc, ça passe, tu vois. Bon, c'est assez lamentable, on va pas se mentir. Mais ça arrive, tu vois. Moi, je suis humaniste. Moi, je suis humaniste. Surtout que derrière, il s'est excusé. Il a dit pardon, c'était pas bien. Il ne faut pas insulter les personnes, même lorsqu'elles se rendent complices d'une désinformation de plus en plus agressive, déloyale, sordide et envahissante. J'essaierai de ne pas recommencer. Ce qui est pas gagné. Donc, voilà un petit peu, hein. Ça pète un petit peu les plombs, hein, qu'on soit bien d'accord dans cette caste-là. Maintenant, il n'y a pas péril dans la demeure. Faut pas déconner non plus, c'est pas non plus le drame du siècle. Bon, il est pas content, il est pas content. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est pas tant le truc, il a dit mange merde ou pas mange merde, honnêtement, je m'en fous. Mais ce qui est marrant, c'est la temporalité de ce pétage de plomb. Parce que limite, il peut péter les plombs quand il veut. Mais là, on sent que tout ça se fissure, ça arrive juste après les révélations concernant Fact and Curious, et on voit qu'il y a une forme d'instabilité, là. Il y a une sorte de fragilisation qui arrive dans cette sphère-là. Est-ce une sorte d'aveu de faiblesse ou est-ce la reconnaissance d'une escroquerie? Je ne sais pas. Je veux pas me réveiller aujourd'hui et hurler avec la meute en m'en prenant à ces gens-là. Vous connaissez ma ligne, ce sont sûrement des gens très compétents et tout à fait sympatoches. Mais moi, ce qui m'embête intellectuellement, c'est quand quelqu'un arrive en te disant moi, je peux détecter la vérité. Voilà, que ce soit la Tronchambier, ma grand-mère ou mon petit-fils, je m'en fous en fait. Si tu veux, c'est la démarche intellectuelle qui me pose problème véritablement et qui m'a toujours posé problème avec ces gens-là. Alors, aujourd'hui, ça se retourne contre eux, mais je vais pas changer mon discours et muscler le jeu en disant ah ouais, c'est encore plus des salauds que prévu. Je disais pas avant que c'était des salauds, je le dis pas plus maintenant. De toute façon, qu'il y ait réellement eu soutien du gouvernement ou pas, le fait que des gens soient mis en avant
avec cette étiquette qui leur est collée sur le front en disant eux connaissent la vérité, donc faut les écouter, de toute façon, ça pose problème. Qu'il y ait une accréditation AFP ou pas. Euh, c'est c'est une demi-découverte ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un excellent travail d'Idriss Aberkan qui fait ces révélations-là, mais c'est une demi-découverte. On le sait que le gouvernement a, en tout cas, fait appel à des influenceurs pour passer des discours. C'était la sphère, là, j'en avais parlé quand il y a eu cette vidéo avec... merde, comment qu'elle s'appelle? Tu sais, celle qui était en bisbille avec Booba, là. Euh, la dame dans les... Berda, Magali Berda. C'est donc celle qui gérait les influenceuses qui vendent leurs slibards, enfin tout ça. Elle, on sait qu'elle est proche du couple Macron et on sait qu'au moment du Covid, il y a eu des appels du pied qui étaient faits par le gouvernement auprès de Magali Berda. On imagine qu'elle a dû activer son réseau. Et les vidéos d'influenceurs qui appelaient les jeunes à se faire vacciner, c'est pas anodin. À un moment donné, il y a dû avoir du pognon. Donc on sait que le gouvernement a tenté de peser en termes d'influence pour inciter à la vaccination. Ça, c'est une demi-découverte. On peut pas se réveiller aujourd'hui et dire What happens? Ça, à mon avis, c'était su. Il y avait aussi eu l'affaire qui allait dans un sens où, à un moment donné, il y avait des youtubeurs qui disaient avoir été contactés par des entreprises ou je sais pas quoi pour tenir un discours contre les vaccins. Dans l'autre sens, on peut légitimement imaginer, pour le coup, je n'ai pas de preuves formelles à vous avancer, mais on peut légitimement imaginer, c'est le lot quand même dans le monde du business à un moment donné, cette logique d'influence que que ce soit des influenceurs, ça veut tout et rien dire, mais des gens sur YouTube, sur des réseaux sociaux ou autres, aient été contactés pour pousser le discours à la vaccination. On le sait de toute façon, c'était encouragé par le gouvernement. Donc personne va aujourd'hui se réveiller en disant ah, un laboratoire a payé des influenceurs pour tenir le discours de la vaccination. Ça allait dans le sens du bien et du progrès. Donc c'est forcément, c'était toléré, donc tolérable. Merci à Lolover65 qui vient de sub, merci beaucoup, Subprime. Hmm. Donc voilà, je prends un petit peu hein, le chat, les amis. Après, on continuera sur ce qui s'est passé à l'Assemblée. Mais c'est vrai que c'était le. Là, on est sur la grosse actualité du moment. Il y a Kong Bietso qui dit ce qui est marrant, c'est que c'est une théorie conspirationniste. C'est juste devenu une vérité sortie un an trop tôt. Et c'est vrai que ça on le. Ah là, on est en plein dedans. Là, on est en plein dedans. Vraiment, et ce sera un peu le pendant hein, de l'échange qu'on a pour l'instant avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale concernant la réintroduction des soignants non suspendus. On est en train de comprendre que tout ça ne revêt en vérité plus beaucoup de réalité scientifique. Et ça n'en revêtait pas beaucoup avant. Hein. Là encore, c'est pas pour parce que le vent a tourné et m'engouffrer dans la voie. Mais bon, vous avez suivi les vidéos sur Juste Milieu. Si vous avez un doute, vous pouvez les regarder depuis le début sans être scientifique, parce qu'il y avait eu cet argument d'autorité, c'est que ne pouvaient s'exprimer que les scientifiques. Alors, les scientifiques validés, voilà. Docteur Blachier, oui. Docteur Raoult, non. Voilà. Déjà, même en fait, parmi les scientifiques, tous ne pouvaient pas s'exprimer. Et quand tu n'étais pas scientifique, fallait être validé. Donc, fact-checker, tout ce que tu veux. Ça aussi, ça n'allait pas et ça n'est jamais allé, en vérité. Romain Durif qui dit tu serais capable de débattre avec la tronche en B, mais avec grand plaisir, avec grand, grand plaisir. Et pour tout vous dire, je l'avais contacté. Je l'avais contacté, mais il y a un paquet de mois maintenant. Je l'avais contacté pour proposer un débat et on avait eu un échange assez intéressant. Alors, j'ai la discussion sous les yeux, je ne vais pas la diffuser, c'est confidentiel. Mais moi, j'avais proposé, tu sais, un débat, et notamment c'est le cas de Laurent Mukeli à cette époque-là. Laurent Mukeli qui avait été pris dans la vague. Alors pareil, tu vois, lui qui avait mangé des sauts de merde, pas possible, parce qu'il avait osé donner un avis qu'elle n'est pas. Et on avait dit oui, mais vous n'êtes pas scientifique. Et Laurent Mukeli avait dit ah oui, mais vous non plus, BFM TV. Ah oui, mais nous on est BFM TV. Ah pardon. Donc voilà. Et j'avais proposé ça. Et tu sais, moi, je dis débat, c'est le mot un peu galvaudé. On m'avait dit, c'est le format débat sur YouTube. On me dit, oui, Rémi, c'est pas exactement un débat et tout. Moi, c'est un échange. Pour moi, un débat, t'es pas obligé de te mettre sur la gueule. Tu peux débattre avec quelqu'un en étant d'accord. Tu sais, moi, je suis détendu du slibard. Tu vois. Et il m'avait dit, hein, j'avoue, hein, je vous lis parce que ça en dit long. Je ne comprends pas bien ce que vous entendez par débat. Un débat implique d'opposer deux ou plusieurs points de vue. Pour accepter, il faut d'abord que je comprenne quel point de vue vous voulez défendre. Voilà. Et ce à quoi j'avais répondu pour comprendre, hein, pour comprendre la démarche, enfin, ma démarche, en tout cas, je vous lis, hein, c'est les messages avec la tronche en mer. Hein.
Votre message nous offre une excellente raison de réaliser cet échange. Je ne suis pas persuadé qu'un débat soit nécessairement une opposition. Il peut s'agir de manière plus apaisée d'une exposition d'idées et d'opinions sans nécessaire recherche du clash. Voilà. Hein. Et c'est par ailleurs, pour le coup, l'un des points d'opposition que je souhaiterais vous soumettre, cette recherche du clan des uns contre les autres que j'ai l'impression de voir dans vos vidéos, notamment celle sur Laurent Mukeli. C'était le 25 août 2021, tu vois, ça fait plus d'un an en fait que je l'avais contacté. Donc, pour dire que j'avais essayé de le faire. Euh, donc, euh, donc voilà. Hein. Et ce à quoi m'avait répondu, si vous ne voulez pas défendre un point de vue, nous n'aurons pas de débat. Voilà. Donc, bon, après, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, j'avais demandé, moi, c'est vrai que je suis un peu naïf, voire con, c'est possible aussi. Mais moi, tu sais, j'arrive détendu, tu vois, j'aimerais juste discuter, monsieur. Oui, allez niquer ma mère, bah très bien, je vais y aller du coup. Mais donc, ouais, non, je sais pas si j'ai raison ou pas de l'interpréter comme une forme d'hostilité, mais il y a quelque chose qui était déjà un peu curieux, tu vois. Si vous ne voulez pas défendre un point de vue, nous n'aurons pas de débat. C'est sûr que quand tu as cette perspective-là du débat public, tu as compris que la question de un camp contre l'autre prend tout son sens, sincèrement. Hmm. Donc bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, hein, faut faire avec. Donc, on va continuer parce que je vous l'ai dit, les amis, beaucoup, beaucoup de sujets. Euh, voilà, mais c'est fou. En fait, il y a une fixe. Tu vois, je suis en train de réactualiser mon Twitter. Euh, c'est fou quand même. Hein. J'ai un truc de la tronche en B il y a 5 minutes. Je m'acharne pas, hein, promis, hein, je m'acharne pas contre lui. Hein. Mais putain, il parle de Macron et McKinsey, mais même là, ça va pas, quoi. Il y a toujours un truc qui va pas. Macron et McKinsey, affaire intéressante, des journalistes, des associations, des parlementaires ont obtenu l'ouverture d'une enquête en travaillant. Cette histoire est louche, potentiellement grave. Si elle aboutit, ce ne sera pas grâce aux complotistes. Mais quel rapport, bordel? Quel rapport? Et on a un autre truc. Dans ce genre d'affaires, le complotisme ambiant profite aux vrais comploteurs qui peuvent tenter de se défendre en traitant de complotistes ceux qui dénoncent leurs méfaits. Alors travaillez au lieu de calomnier, démontrez au lieu d'insinuer, soyez utiles. Moi, je comprends plus. Hein. Je comprends plus. Le complotisme ambiant profite aux vrais comploteurs qui peuvent tenter de se défendre en traitant de complotistes. Bah oui, mais c'est tout ce qu'on vous reproche là, trop chambier, hein, depuis un bout de temps. Hein. Je vous avoue que, enfin, en plus cette phrase, elle est, voilà, c'est Inception. Hein. Il y a tout Fitoun qui dit ça dans le chat, c'est Inception quoi. Le mec se tire une balle dans le pied, je sais pas s'il a compris. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, Fact and Curious, c'est lui qui est dans la catégorie des vrais comploteurs, pour le coup. Hein. Qui a montré un visage qui n'était pas celui qui était donné en coulisses, tu vois. Là, je comprends plus rien, en fait. Hein. La Tronchambée est en train de rejoindre le camp de Philippot. Je sais plus. Bon, bref. En tout cas, au moins, il nous offre une bonne transition. Merci, monsieur Ambier. L'affaire Macron, ça aussi. Oh là là. Alors, on va pas se mentir. Hier, je me suis un peu emballé. J'ai fait une petite vidéo euh, TikTok, Twitter, les réseaux sociaux. Je te la montre, c'est 1 minute. Ça aussi, c'est Inception, tu vois. Le juste milieu de Twitch qui montre le juste milieu de Twitter. Enfin bon, bref, c'est le plus grand cabaret du monde. Petite bombe du jour, hein. C'est vrai que là, ça commence à sentir le sapin pour Emmanuel Macron. On l'apprend, c'est dans le Parisien à l'instant, hein, affaire McKinsey. Emmanuel Macron visé par une enquête pour financement illégal de campagne. Ça y est, c'est l'info, la bombe hein, de ce 24 novembre 2022. Le président de la République, hein, quand même, celui qui, voilà, l'exemplarité faite homme. Hein. Bon, alors, il y a eu quelques bisbilles. C'est vrai que bon, il y a un gouvernement avec un ministre de la Justice mis en examen, secrétaire général de l'Élysée, pareil. Enfin, il y a eu quelques hicks, hein, il y a eu des anicroches, mais là, ça commence à chauffer pour Emmanuel Macron. Moi, je pensais que c'était la probité même, hein, vraiment. Hein. Et là, c'est chaud. Hein. 3 juges d'instruction enquête sur les soupçons de financement illégal de la campagne de 2017 et en toile de fond, les relations avec le cabinet McKinsey. C'est le fameux. On n'en parlait plus. Et ben, on en reparle. Donc, considérez, voilà, cette info officielle, c'est Le Parisien, vous pouvez regarder. Si on n'en parle pas dans les médias, parce que le président de la République, quand même, sous le coup d'une enquête du parquet national financier, c'est chaud. Si on n'en parle pas, c'est quand même très, très, très curieux. Voilà, hein, t'as compris l'idée du bazar, c'est que donc cette affaire, hein, pour vous résumer, euh, on est voilà, sur les financements de campagne 2017 et 2022 d'Emmanuel Macron, différents problèmes
qui sont évoqués en fait de longue date, hein. Merci à Happy Wheel 34 qui vient d'offrir un abonnement à Zaytoun, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Euh, donc en fait, le parquet national financier a ouvert d'ailleurs une information, c'était fin octobre, hein, 21 et 22 octobre, ça fait un peu plus d'un mois qu'on est au courant, ça sort dans les médias, alors pourquoi, comment? C'est toujours un petit peu le hic, mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient formaliser, si vous voulez, des bruits qui sont connus en fait de longue date. On le savait sur le financement de la campagne, en tout cas de 2017. Merci à Chiki2494 qui vient de Subprime également, c'est le 6e mois, merci beaucoup. Euh, tout ça, on le savait, notamment les travails de Marc Andevel, toujours pareil, je cite toujours les mêmes, mais travail d'ampleur. Il suffit de le lire pour comprendre que ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une sorte de formalité. D'Ave et l'homme aussi dans le livre Le Traître et le Néant et autres. Euh, on savait en 2017, par exemple, que dans la liste des principaux donateurs En Marche, on retrouvait majoritairement, très majoritairement, des gens qui avaient profité de deals passés, c'est-à-dire de deals dans le passé, quand Emmanuel Macron était encore banquier d'affaires. On a retrouvé ces gens-là qui finançaient, dans la limite légale de 7 000 euros, me semble-t-il, qui finançaient la campagne d'Emmanuel Macron. Donc on avait déjà quelque chose qui était extrêmement trouble depuis le début. Merci à Le Souverain qui vient de sub également. Merci beaucoup. Donc, voilà, tout ça se formalise. Alors, honnêtement, hier, je vous avoue, j'avais un peu envie de sortir les cotillons, tu vois. Marion Cotillon, même d'ailleurs. Et je me suis dit, bon, après, j'ai dormi. Et ce matin, je me suis dit, tu t'es peut-être emballé, Rémi. Ouais. Bah, je me parle comme ça. Voilà. C'est vrai que, avec du recul, et j'en vois plusieurs dans le chat qui me ramènent sur Terre, excusez-moi, putain, on peut plus rêver, quoi, merde. Non, mais ça, c'est complotiste. Ça nous fout dans une ambiance. Ouais, je suis un rêveur au départ. Et c'est vrai que, euh, bon, que le parquet national financier ait ouvert une enquête, c'est déjà un premier pas, mais on peut imaginer que un non-lieu ou en tout cas une absence de condamnation vienne blanchir Emmanuel Macron. On n'y est pas du tout. Peut-être qu'il va réellement y avoir une enquête et peut-être qu'il va réellement y avoir, en tout cas quand Emmanuel Macron ne sera plus le président, parce que là il a une immunité présidentielle qui fait que de toute façon il ne peut pas passer devant le tribunal en tant que président de la République. Donc s'il modifie la Constitution pour faire le septennat, il sera jamais devant le tribunal. Mais c'est pas la question. Euh, mais dans l'hypothèse où un jour on est en démocratie et que c'est quelqu'un d'autre, le président, je sais pas, Nabila, Joe Biden, enfin mettez qui vous voulez, là peut-être il pourra passer. Mais c'est vrai que c'est un peu à qui tout double. Enfin, il y a trois possibilités. Euh, non, enfin, il y en a plein, tu vois. J'ai voulu théoriser, mais en fait, non. Il y a plein de possibilités, mais j'ai peur, pour tout vous dire, que ce soit une fois de plus une parodie de justice qui vienne renforcer, enfin faussement renforcer la crédibilité de la République En Marche, où ça pourra encore leur donner des billes de vous voyez, il n'y a pas eu de poursuite, c'est que tout va bien. Alors que, bon, on risque d'être un peu cru, l'enculerie, on la connaît depuis 2017. Au bout d'un moment, il faut revenir un petit peu à des basiques, à des fondamentaux, euh, dans la mesure où l'émergence d'un personnage comme Emmanuel Macron n'est démocratiquement pas concevable, ou en tout cas difficilement concevable. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, la première élection à laquelle il a participé, c'est une élection présidentielle qu'il a gagnée. C'est du jamais vu, bien sûr, en France, c'est du jamais vu. On a un personnage qui a eu une trajectoire éclair, avec, on va pas refaire toute l'histoire, vous la connaissez, on en a déjà beaucoup parlé, mais une trajectoire éclair, largement poussée, et tout ça est renseigné désormais par les différentes élites, qu'elles soient culturelles, financières, médiatiques, bien entendu, avec des réseaux de relations qui sont désormais évidents, jusqu'à des choses très simples. On pense par exemple à la proximité entre Brigitte Macron et la famille de Bernard Arnault. Bernard Arnault qui avait l'un de ses enfants à l'école où Brigitte Macron était prof. Enfin, on a des relations qui sont claires et nettes. Xavier Niel qui ensuite est présenté à Bernard Arnault, car Xavier Niel sort avec une fille de Bernard Arnault. Enfin, tout ça est très bien décrit notamment par Juan Branco, cette espèce
d'élite incestueuse où tout le monde couche avec tout le monde, mais dans un cercle très très fermé, qui est ce cercle de pouvoir qui va s'auto-reproduire. C'est de l'anthropologie assez basique, mais qui prend un nouveau visage qui est celui du pouvoir. Euh, il a une trajectoire. Ce qui est encore plus curieux, c'est que c'est une trajectoire qu'on a vu être dupliquée dans d'autres pays. Je pense à Justin Trudeau, alors bon, lui qui est quand même le fils d'un ancien haut dirigeant canadien, mais merci à Mange ta glace 2180 qui vient de sub, c'est 4e mois, merci beaucoup. Euh, donc on a vu tout ça, ces trajectoires-là, et, genre on se réveille aujourd'hui en se disant, ah, quand même, Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il y a un peu des affaires. On a franchi un cap, on n'a jamais eu autant d'affaires. Non pas que les autres étaient des anges avant, mais un ministre de la Justice, secrétaire général de l'Élysée, on n'a en vérité jamais vu ça. Et on voit qu'il y a un vernis médiatique qui est mis et qui fait que tout ça s'est normalisé. C'est peut-être ça qui me semble être le plus incroyable, c'est que tout ça s'est normalisé. Et on pourrait vraiment en parler pendant des heures, hein. Il y a Sam 66 77 999 qui effectivement dit le fils de Laurent Fabius, donc Victor Fabius, qui est du côté de McKinsey France. Enfin, toute cette toile d'araignée qui n'a fait que grossir ces dernières années, avec des affaires toutes plus énervées les unes que les autres. Et c'est ça qui est assez sidérant. Et c'est là où, en fait, cette affaire d'Emmanuel Macron et plus largement ce qui se passe aujourd'hui, on va venir à ce qui se passe à l'Assemblée, mais sur la réintroduction des soignants non vaccinés, on voit que on a au pouvoir, avec le comportement des députés de La République En Marche, je vais vous en parler juste après, on a au pouvoir des gens qui se comportent comme une mafia. Et je dis pas ça pour faire de l'épate bourgeois à 2 balles ou pour faire peur, mais dans les comportements, il y a des comportements de mafia. Regardez le traitement, par exemple, d'Agnès Buzyn, qui s'est comportée un petit peu comme une repentie, qui a osé briser l'omerta et qui prend des sauts de merde, pas seulement de la part des autres membres du gouvernement, mais dans les médias. C'est-à-dire que dans les médias, ils lui en mettent plein la gueule, donnant l'impression elle était seule à bord dans cette affaire. Donc c'est absurde. Et on voit un comportement de mafia où les grands tauliers de la mafia se comportent en disant non mais pour nous il n'y a pas de problème, c'est Édouard Philippe. Édouard Philippe qui vient concrètement à la téloche, c'était sur les plateaux de 4 vérités sur France 2, me semble-t-il, il y a une dizaine de jours, et qui dit à la journaliste mais moi, vous savez, j'ai toujours écouté Agnès Buzyn. Enfin, il l'a fait passer pour une menteuse, peut-être même une folle en vérité. Donc, on a quelque chose vraiment de l'ordre de la mafia dans les codes. Je parle vraiment dans les codes, avec du replacement. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir dans Peaky Blinders, c'est que tu vas mettre le frère qui va gérer le réseau de... merde, je sais plus ce que c'est dans la saison 6, là, l'opium, le réseau d'opium, là où ils sont. T'en as un qui va gérer le whisky aux États-Unis. Parfois, ils se font des coups tordus. La République En Marche, qu'est-ce que c'est? Christophe Castaner, en une semaine, il prend la tête du Grand Port de Marseille et du tunnel du Mont Blanc. Qu'est-ce que c'est en fait? Et bientôt, il va nous prendre la tête d'un réseau de hauts tacos en Ile-de-France. Je veux dire, c'est complètement absurde, pour ne parler que de lui. On a eu Montchalin il n'y a pas longtemps, Didier Lallemand, secrétaire général à la mer. Enfin, il y a vraiment tout ça. Et avec en plus une logique d'élimination d'opposants. À mon avis, alors, peut-être que là je m'emballe, peut-être même une logique de taupe dans les autres partis, parce que notamment, je pense chez les Républicains, mais on a aujourd'hui des gens qui, dans les autres partis, dans les partis d'opposition, j'entends, hein, font clairement le jeu de la Macronie. Et il y a une logique qui est assez effrayante. Donc voilà un petit peu tout ça. Et on va aller vers l'affaire des soignants non suspendus, parce que c'est vrai que c'est assez sidérant. Et en fait, c'est un élément de plus par rapport à ce que je vous dis là. Donc, hier, alors vous avez peut-être suivi cette affaire. On a eu donc la France Insoumise, ça se produit une fois par an, la France Insoumise qui donnait l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que c'est le moment où les partis d'opposition, enfin un par un, hein, chacun leur tour, vont donner l'ordre du jour à l'Assemblée nationale et mettre en avant en fait leur projet de loi. En l'occurrence, pour la France Insoumise, c'était l'interdiction de la corrida, ce qui n'a pas été suivi, ce qui n'a pas été voté en tout cas. Il y avait également la constitutionnalisation de l'IVG, ça a été fait. On pourra en reparler d'ailleurs si vous voulez. Et on avait également un projet de loi avec
une proposition en tout cas, pour la réintroduction des soignants non suspendus. Alors, là encore, on en a beaucoup parlé. Je pense que globalement, par ici, je me fais pas d'illusions, on est à peu près tous d'accord. D'ailleurs, le bon sens semble être d'accord avec nous. L'hôpital français est en crise. On a aujourd'hui, alors on ne sait même pas le nombre d'ailleurs, parce que ça aussi, le chiffre exact des soignants non suspendus n'est pas connu. Il y a Michel Rivasi, la dernière fois, qui a sorti un truc énormissime. Je crois qu'il a parlé de 130 000. Alors, à mon avis, c'est peut-être dans toute la France. Oui, les soignants non vaccinés, qu'est-ce que je raconte? Les soignants non vaccinés, qui sont donc suspendus, pardon. Euh, Merci dans le chat à M. Féanc et Shiraz 3005, on fait attention, parce que si personne m'encadre, moi j'en dis des conneries. Oui, ça va. Oh, il y a Papy Chouette qui dit arrêtez de dire non suspendu. J'ai pas fait exprès. Ma langue a fourché. Ça va maintenant. Donc les non vaccinés qui sont donc suspendus. Donc on a une situation terrible de l'hôpital en France. On ne sait pas exactement combien de soignants non vaccinés sont suspendus. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que au vu de la situation actuelle, un soignant suspendu, c'est un de trop déjà. Hein, soyons clairs. Merci à Scordiette qui vient de sub, c'est le 5e mois. Merci beaucoup. Donc, qu'on soit bien d'accord, le bon sens commande à un moment donné que ce soit 1 ou 10 000, de toute façon, c'est 1 ou 10 000 de trop. Et tenir le discours de non, mais en vrai, ça va, alors qu'on a des gens qui crèvent parce qu'ils ne sont pas soignés aux urgences assez rapidement, c'est sidérant. Voilà, c'est sidérant. Donc, on a ça, et donc tu as eu cette proposition de loi de la France insoumise, avec un demi-retournement, on s'en doutait, mais ça a été officialisé, avec d'autres partis d'opposition, notamment du côté du RN et de LR, qui se sont prononcés pour certains. Ok, on y va, il faut les réintégrer. Donc, ce qui a mis en fait la République en marche en position de minorité, clairement, ils n'auraient pas pu s'y opposer, parce que ils veulent s'y opposer d'ailleurs. C'est déjà ça le problème numéro un, c'est qu'on ne sait même pas pourquoi ils veulent s'y opposer, à part par idéologie et par volonté de ne pas se dédire sur un projet, enfin, on va dire sur une règle qu'ils portent depuis plusieurs mois. Et soyons clairs, aujourd'hui, là encore, je pense qu'il faut dire les choses, c'est pas pour vous jouer au courageux ou quoi, hein, parce que ce sont malheureusement les faits, mais partons du principe, même si c'est une image, soyons clairs, mais que les députés, que ce soit de la République en marche ou autres, qui maintiennent cette règle-là, ont du sang sur les mains, hein, soyons clairs. Aujourd'hui, on a de plus en plus de soignants à qui forcément on adresse hein, toutes nos sympathies, qui pour certains se sont suicidés. Donc il faut quand même que ce soit dit, que ce soit bien clair. Cette suspension ne se fait pas comme ça, c'est pas les vacances en fait. Hein. Les gens ne sont pas en vacances dans un centre à Giant ou je sais pas où. C'est pas les vacances. Les gens ne gagnent plus d'argent. Donc certains ont changé de métier, certains sont morts à cause de ça, se sont suicidés. Donc il faut aussi quand même qu'on prenne ça en compte parce que au-delà de la situation dans les hôpitaux qui est déjà catastrophique, qui se répercute sur bon nombre de patients, hommes, femmes, personnes âgées, enfants, hein, là, tout le monde mange. Rappelons quand même qu'en premier lieu, ce sont des gens qui n'ont plus d'argent, qui n'ont plus de salaire. Qui dit suspendu dit plus de salaire. Donc, voilà, c'est juste pour rappeler ça, parce que cet élément-là ressort quand même, à mon avis, pas beaucoup dans le débat. C'est qu'on parle de suspendu, oui mais, ces ordures de la République en marche qui ont fait ce que je vais vous dire, en tout cas qui se sont comportés comme des ordures sur ce coup-là, ont du sang sur les mains. Il faut être conscient de ça, et là c'est factuel. C'est pas une question de oui, mais on peut débattre de tout, sauf des chiffres, sauf je sais pas quoi. C'est factuel. Et donc ces députés qui se sont comportés comme des ordures euh, euh, à l'Assemblée nationale ont fait quelque chose de très simple, c'est que donc comme je vous le disais, la France insoumise avait un peu l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, ce qui s'arrêtait à 23h59. Donc, passé 23h59, ça pouvait sauter. Il fallait que tout soit voté avant la fin de la journée. Et pour faire durer et pour empêcher ce vote-là, les députés, certains députés de La République en marche, ont simplement proposé des amendements bidons pour faire discuter le texte, des dizaines et des dizaines d'amendements à la con, où ils modifiaient simplement des mots. Hein, par exemple, donc, Monsieur Cyril Isaac Sibyl, qui a proposé à l'alinéa 4, substituer au mot au sein les mots à l'intérieur de. Voilà ce genre de comportement d'ordure qu'ont fait
certains députés. On a également eu Madame Prisca Thévenot, hein, habituée des plateaux TV, qui, elle, a proposé de remplacer personne chargée par personnel chargé. Et on a eu des dizaines et des dizaines, hein, en contact avec, remplacés par au contact du. On a eu des dizaines et des dizaines d'amendements comme ça, proposés par ces députés de La République En Marche. Vous noterez, on a Damien Abad, ici, Damien Abad, bien plus prompt à faire voter des amendements à la con qu'à respecter les femmes. Donc on a voilà ce genre d'ordure, de comportement ordurier, voilà, pour être tout à fait précis, euh, qui ont été réalisés à l'Assemblée nationale, ce qui fait que ce projet de loi n'a donc pas été voté. Alors ça pose énormément de questions sur le comportement de La République En Marche. Maintenant, on est au clair. Et en vrai, j'aimerais faire un peu des vannes là-dessus, mais honnêtement, je vous avoue que je suis vraiment, même pas grognon, c'est que vraiment je suis énervé. Parce que là, c'est vraiment de la saloperie avec les atours, hein, de la démocratie. Tout ça se fait à l'Assemblée nationale de manière tout à fait légale. Et c'est peut-être le pire problème de cette affaire, c'est que, rendez-vous compte que notre démocratie en l'état permet ce genre de comportement de connard. Euh, C'est-à-dire que on n'a même pas des règles pour que des autorités au sein de l'Assemblée nationale disent, attendez, ça, c'est du parasitage démocratique. Bien sûr, on écarte l'amendement, on ne le discute même pas, et on va sanctionner le député. Ah non, là t'imagines bien qu'il y a bubule. Et ils ont réellement discuté de ce genre de conneries, tu vois. Et donc, c'est ça qui me sidère le plus, c'est que qu'il y ait des députés, enfin, le premier niveau, qu'il y ait des députés qui, jusqu'au bout, veuillent défendre leur politique à la con, ça, c'est une chose. Là, en l'occurrence, c'est sidérant, parce que, comme on l'a dit, il y a des gens qui en meurent, mais à la limite, sur le fond, ok, ils vont jusqu'au bout pour défendre leur truc et pas se dédire. Ça, c'est le niveau 1. Mais le niveau 2, tu as un truc qui s'appelle la démocratie, et que ce soit permis, ce genre d'ordurerie, c'est sidérant, et c'est entretenu, en fait. C'est entretenu. Donc là, je peux faire le... Voilà, je suis énervé, je vous dis, je suis énervé, je dis un peu des gros mots, mais en attendant, en face de ces ordures-là, il y a des oppositions qui n'ont pas été foutues de voter une motion de censure. Et donc, c'est aussi ça qui me sidère, c'est que c'est une pyramide d'emmerde, en fait. Il y a le niveau 1 de ces amendements à la con qui sont rendus possibles et qu'ils vont vraiment discuter de ce genre de conneries, mais pendant ce temps, alors qu'il y a un peu moins d'un mois, ils votaient pour des motions de censure, ils n'ont même pas été foutus de faire tomber ce gouvernement de guignols, et des guignols dangereux aujourd'hui, qui en tout cas, dont les lois, dont cette loi, a contribué à la mort de plusieurs personnes en France. A contribué de manière directe. Donc, c'est ça aussi qui m'énerve. C'est ce théâtre qui devient un théâtre sanglant, un théâtre morbide, où là, on peut faire les choquer devant ces amendements bidons, mais qui sont parfaitement autorisés. Mais ce qui me choque le plus, c'est que RN, LFI et LR ne soient pas foutus de s'entendre pour faire tomber cette caste de guignols. Et c'est ça qui m'énerve le plus, en vérité. Déjà, la situation est sidérante parce que des gens meurent aujourd'hui, on l'a dit. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'on va avoir tous les autres, là, les autres partis, les Garrido, les Le Pen, les Jean-Philippe Tanguy, tout ce que tu veux, tous ces guignols d'opérette qui vont dire, ah, vous avez vu, la République En Marche, ils ont parasité le vote. Ben ouais, mais allez bien vous faire cuire le cul, parce que quand il fallait s'entendre pour les faire tomber, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Donc, ça, sincèrement, effectivement, ça me rend grognon. Je le mets à la fin, hein, je change un peu les codes. Voilà, donc, désolé, j'ai dit un peu des gros mots. Je suis désolé, j'ai dit un peu des gros mots, c'est pas bien. Il y a des enfants qui sont là, attention. Et puis, de manière générale, on ne dit pas des gros mots. Voilà. Mais, non, je vous avoue que ça me rend un peu zinzin. Ça me rend un peu zinzin, ce genre de conneries. Donc voilà, je voulais revenir avec vous là-dessus. Merci beaucoup à Interrien qui vient de sub, c'est le 5e mois. Merci beaucoup, camarade. Donc tu vois, non, j'ai été grognon. J'ai grognonné un max. Mais voilà, pardon pour les gros mots, mais c'est vrai que ça me... Non, c'est énervant, c'est énervant. Donc voilà en tout cas un peu un résumé rapide, hein, de ce qui s'est passé euh, du côté de l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que j'en appelle pas à ça, faut voir, chacun fait ce qu'il veut. Mais peut-être qu'il faut commencer à regarder ce qui se passe en Iran avec des yeux autres que des yeux étonnés de voir ce qui peut se passer de l'autre côté de la Méditerranée. Parce qu'au bout d'un moment, rappelons quand même, alors c'est une grande... c'est une idée, hein, qui est développée, une théorie qui est développée dans ce fameux livre de Manifeste conspirationniste, hein, dont je vous parle
Je vous parle assez souvent. Merci à Alain Pontieri qui vient d'offrir 2 abonnements à KitKat1212 et Scadizili. Merci beaucoup. Euh, alors, j'ai vu le message, mon Seb776 600. J'ai vu ton message dans le chat. Remets-le-moi dans 2 minutes. Je parle juste d'un petit truc. Je finis juste mon petit raisonnement là-dessus. Et après, je reviens sur ta question sur le Qatar. Je reviens dessus parce que c'est intéressant. Vous avez été nombreux à me demander ça. J'arrive tout de suite. Non, je voulais juste finir là-dessus. C'est que dans le manifeste conspirationniste, ce fameux livre aux éditions du Seuil, je vous l'ai dit, hein, tout ça, il y a cette idée que euh, le Covid arrive au bon moment. Voilà. Est-ce que c'est fait, préparé, tout ça, je ne l'affirme pas. Vous lirez le livre, vous vous ferez un avis. Mais le livre pointe quelque chose du doigt qui est assez intéressant, qui explique que euh, il y avait, en 2018, mais même un petit peu avant, il y a eu une résurgence de mouvements populaires, que ce soit en Catalogne, que ce soit en Amérique du Sud, à chaque fois que je me trompe dans le pays, en Amérique du Sud, il y a eu des mouvements du côté de l'Iran, du côté de la Libye, du côté du Liban, bien sûr. Il y a eu beaucoup, beaucoup de pays, d'endroits, en tout cas à travers le monde, où des peuples se sont levés, à Hong Kong, bien sûr, et où ces peuples ont montré que et c'est ce que dit Greg Tabibian, que je salue, qu'il a dit dans un extrait, c'était sur TV Liberté, que j'ai revu il n'y a pas longtemps, effectivement. Non, d'ailleurs, non, c'est quand il est passé chez Ligne Droite, je sais plus. Euh, Il n'y a pas besoin, effectivement, de 67 millions de Français dans la rue pour faire tomber le pouvoir. 300 000 personnes énervées suffisent. Fin de citation, je rends hommage. Euh, je crois que c'est le Chili, effectivement. Gaëtan du 44 qui dit ça dans le chat, il me semble que c'est le Chili. Euh, donc, ces mouvements populaires ont montré que renverser un pays, c'est pas tout le monde dans la rue sans exception. C'est un peu cet aspect, on va dire, symbolique du pouvoir dans un État, c'est que numériquement parlant, le peuple peut même faire tomber l'armée, en vérité. On a peur parce que c'est la phrase de Max Weber, c'est l'État qui a le monopole de la violence légitime, mais si on regarde ça de manière très froide, peut-être un peu naïve, mais de manière très froide, euh, numériquement, un État ne tient pas, en fait. Il tient par des codes. Fut un temps, il tenait par des codes aussi, on va dire, de parade. Donc le roi qui se promène avec des beaux vêtements, avec beaucoup de gens autour de lui, avec beaucoup de véhicules, des choses comme ça, ce qui se fait encore d'ailleurs aujourd'hui. Mais il faut se rendre compte que l'État de droit tient avec quand même une longue succession de ce qui ne sont finalement que des symboles pour la plupart. Euh, Demain, le peuple se lève, mais avec vraiment 200, 300, 400 000 personnes. Regardez les gilets jaunes. Ça a craqué, ça a tremblé. Et il suffit de voir l'augmentation des moyens de répression pour comprendre que ça a réellement tremblé, tant et si bien que euh, il faut renforcer. Il faut renforcer ça parce que ça peut péter à tout moment. Et donc, certains pays le montrent. Ce qui se passe en Iran n'est pas anodin. Ce qui se passe en Chine, on l'a vu là du côté autour je me rappelle jamais, autour de l'usine Foxconn où sont produits les, euh, la majeure partie des téléphones, des smartphones et iPhones, ce que vous voulez. C'est à Zhangzhou, voilà, peut-être que ça se prononce pas comme ça. On a eu en tout cas du côté de la Chine, il y a énormément en ce moment de mouvements de révolte qui deviennent extrêmement violents. Et tout ça montre que c'est possible. Et donc, c'est ce qui me fait peur, en fait, pour conclure un petit peu sur tout ce qu'on s'est dit. Ce qui me fait peur, c'est ça. Il y a le Brésil aussi, on en parle. Vous noterez l'élection de Bolsonaro, enfin de Lula pour le coup contre Bolsonaro, on en a fait des caisses pendant plusieurs mois. On n'en parle plus du tout, curieusement maintenant. On n'en parle plus du tout. Euh, et donc, en conclusion, je pense que le pouvoir en place, que ce soit en France ou ailleurs, se rend bien compte que tout ça se morcelle et que les gens voient les choses sous un angle nouveau. Même ceux qui ont bien fait le vaccin, ont bien fait tout ce que vous voulez, tout ça, et vous savez, je ne changerai jamais d'avis là-dessus, jamais je m'en prendrai individuellement aux gens à dire oui, c'est des moutons, c'est des machins, je sais pas quoi. Non, non. Chacun s'est comporté en son âme et conscience, c'est son problème. Mais il y a de plus en plus de gens autour de moi, que je peux, en tout cas dans mon petit cercle que je peux voir et fréquenter. J'ai des gens effectivement qui au début me disaient bon bah oui, ah, toi t'es un drôle avec tes vidéos et tout machin, et qui aujourd'hui me disaient ah, effectivement quand même, putain, ça fait chier parce qu'il y a un truc qui va pas quoi. Et qui sentent ça, qui sentent que ça tourne. Donc
affaire à suivre. C'est clairement pas une incitation au chaos, qu'on se met d'accord, c'est ce que je viens de voir dans le chat, hein, absolument pas. Mais une manifestation, alors, elle peut être d'emblée violente, ce qu'on peut voir avec des black blocs, des choses comme ça, mais une manifestation, ça aussi, il faut arrêter de se mettre là, de se mettre cette idée-là en tête. Une manifestation n'est pas par essence violente. Tu peux avoir des Français qui descendent dans la rue pacifiquement, sans rien casser, sauf casser les couilles du pouvoir en place. C'est cette affaire des autoroutes. Lever les barrières des autoroutes, ça fait de mal à personne. Physiquement, ça fait de mal à personne. Sauf, bah, effectivement, peut-être aux compagnies d'autoroutes. Mais, mais véritablement, il y a des mouvements populaires qui sont tout à fait possibles. Le non-paiement des factures, ce qu'on a eu en Grande-Bretagne, ça a pris une ampleur qui a vraiment fait jaser là-bas. Donc, voilà, il faut qu'on soit bien d'accord, une manifestation n'est pas par essence non violente. Ça, c'est quand même un point à aborder. Et puis, il faut aussi, peut-être que ça n'arrivera jamais, j'en sais rien, mais les policiers, les militaires, les gendarmes ne sont pas des robots, ne sont pas des gens, enfin pas encore, ne sont pas des robots, ne sont pas des gens qui exécutent aveuglément ce qu'on leur dit. Combien aujourd'hui de membres des forces de l'ordre sont en train de se dire non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Combien peut-être vont retourner leur arme un jour. Et ça aussi, c'est une possibilité. Ça aussi, c'est une possibilité que tôt ou tard, des membres des forces de l'ordre se disent bah, nous, on n'y va pas. Nous, on n'y va pas. Et là, par contre, là, clairement, c'est le début d'un renversement de situation. Renversement de pouvoir, je ne sais pas, mais d'un renversement de situation. Merci à Sodouz qui vient de se prendre 9e mois. C'est le bébé, c'est gagné. Donc voilà un petit peu, les amis. Voilà. Un petit raisonnement un peu longué, mais voilà, pour se creuser la tronchetta. Je veux revenir sur la question de mon Seb, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu peux me remettre la question, mon ami Seb? Moi, je me bois un coup d'eau déjà. Euh, Oui, alors c'est vrai, on continue là-dessus. En attendant que Seb remette sa question, c'est sur le Qatar, je voulais justement y revenir. Il y a Jean Peuplus qui dit les forces de l'ordre, ils sont quand même très bien chouchoutées par le pouvoir. Bien sûr, mais c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. On peut tenir les forces de l'ordre avec le pognon, mais au bout d'un moment, ça suffit pas. Ça suffira jamais. Du pognon, ils vont pas devenir millionnaires, un domaine aux gendarmes. Et au bout d'un moment, ça va s'arrêter ce robinet. Et donc à partir de là, effectivement, il peut y avoir des retournements. Ils pourront pas leur promettre des salaires de Mbappé. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Donc tenir les gens avec l'argent, c'est bien, mais ça a des limites. Forcément. Et heureusement d'ailleurs. Et des limites qui peuvent arriver beaucoup plus tôt. Parce que quand il faudra expliquer à des membres des forces de l'ordre qu'il faut tirer sur leurs gosses qui sont en manif ou quoi, là, ça va devenir plus compliqué. On l'avait vu déjà, hein, quand il s'agissait d'aller casser la gueule à des pompiers, il y a de plus en plus de membres des forces de l'ordre qui avaient reculé, qui avaient fait marche arrière, qui avaient déposé leur casque, des choses comme ça. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Alors, je réponds à la question de mon Seb67600 que je salue, qui dit pourquoi ta vidéo sur le Qatar, tu vas dans le sens de la doxa. Alors, je voulais absolument y répondre parce que justement, euh, c'est intéressant. C'est que, presque c'est plus sur le fond que j'ai envie de te répondre que sur la forme. C'est que, autant effectivement avec Juste Milieu, on peut avoir l'impression que bah, je vais souvent dans un sens contrarien, comme il faut dire aujourd'hui, ou contradictoire en tout cas par rapport au discours médiatique. Mais, enfin, aller dans le sens de la doxa, là encore, n'est pas par essence mauvais, hein. Si demain tout le monde dit qu'il y a des effets secondaires à cause des vaccins, est-ce que tu vas de fait dire l'inverse pour toujours être à contre-courant? Être à contre-courant, c'est pas une obligation. C'est pour ça que sur le Qatar, effectivement, j'ai vu beaucoup de commentaires de gens qui disaient ouais, mais tu vas dans le sens de tout le monde, tu tapes dans le même sens et tout ça. La démarche, alors même si elle y ressemble, je ne vais pas non plus jouer au naïf, mais la démarche qu'on essaie de porter avec Juste Milieu, c'est de vous donner les éléments. Après, sauf erreur, dans les vidéos, dans le dossier exclusif qu'on vous a fait, qu'on vous propose, sauf erreur, on n'a pas écrit, il faut penser ça, c'est bien ou c'est pas bien. On vous donne les éléments, après chacun, il pense ce qu'il veut. Chacun pense ce qu'il veut, pardon. Mais c'est vrai que oui, factuellement, tu as raison, Seb. On va un peu dans le même sens. Tout le monde se réveille aujourd'hui à taper sur le Qatar, on va un peu dans le même sens. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas abordé jusqu'à présent. Alors, juste mieux à 2 ans. On va fêter les 2 ans d'existence. Donc, c'est sûr qu'on ne pouvait pas l'aborder il y a 7 ans. Mais c'est vrai que oui, on se réveille un peu avec tout le monde, mais on voulait voilà, proposer ce document-là avec les éléments. Mais après, chacun pense ce qu'il veut.
C'est un peu, bah, forcément, vous imaginez bien, avec des copains, on se retrouve au bar et compagnie, euh, où on discute de ça, la question du boycott et tout ça, honnêtement, moi je m'en cire. Tu regardes le match, tu regardes pas le match, l'émir du Qatar mais s'en fout, hein, vraiment. Et, euh, et après, quand mon Seb, tu dis, il faut arrêter de regarder là où il te montre le doigt. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il faut jamais regarder. Et effectivement, certains médias dénoncent des choses sur le Qatar qui sont factuelles. Après, bien, pas bien. Moi, j'essaie autant que possible de ne pas me poser dans des jugements moraux. Parce que ça, c'est trop facile. On justifie n'importe quoi. Après, même l'argument, en fait, presque dans l'autre sens, même cet argument qui est sorti de plus en plus de dire oui, mais de toute façon, c'est trop tard. Honnêtement, je trouve cet argument, c'est pas une attaque contre vous, les copains, c'est vraiment sur l'argument en tant que tel, hein. Euh, c'est un argument que je trouve assez malhonnête, voire assez lâche. Parce que rouler à 70 en ville sur un passage piéton, renverser 4 gosses et rouler et continuer de rouler pendant 20 bornes, je suis pas sûr que si tu dis ouais mais de toute façon c'est trop tard aux parents, ça va les consoler. L'argument du c'est trop tard, honnêtement, je le trouve un petit peu lâche dans la mesure où de toute façon, qu'on soit bien d'accord, c'est pas une déresponsabilisation, mais il faut voir quand même la situation pour ce qu'elle est. Que tu prennes conscience, enfin que les faits soient révélés aujourd'hui ou il y a 8 ans, ça ne change rien. Fondamentalement, ça ne change rien. Parce que bah, tout ça se joue à un tel niveau de pouvoir et un tel niveau d'élite que, à notre échelle, ce qu'on peut faire, c'est prendre conscience des choses. Et si déjà entre nous, on se dit ouais, mais c'est trop tard, on s'en fout et tout, je trouve ça un peu léger. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais cet argument-là, je vous rappelle, parce que j'imagine que pour le coup, là, vous ne serez pas d'accord avec ça, mais les gens qui sont pro-vax pourraient vous dire la même chose. Ah ouais, mais c'est trop tard. Fallait le révéler avant. Donc cet argument, enfin, il peut arranger, quoi. Il peut arranger, mais je suis sûr qu'il y a certains thèmes où ça vous plairait pas d'entendre ça. Ce serait pas du tout plaisant d'entendre ça. Après, effectivement, il y a Seb aussi qui dit, tu dis, il n'y a pas des morts sur d'autres chantiers. Bien sûr, mais c'est pas une raison en vérité. C'est pas le sujet. Euh, pour le coup, je crois que c'est pas le sujet. Euh, donc ouais, merci à Soljan. Alors, je prends le message qui dit au fait, Rémi, merci pour ta vidéo sur Stéphane Guy. Crois-le ou non, je suis sa petite cousine. Je suis bien placé pour te dire qu'elle n'en a plus rien à faire du monde du foot depuis que Canal l'a viré et traîné dans la boue alors que son père était mourant. Alors, bah, merci à toi d'être là. Merci beaucoup pour le message. Et puis, bah, s'il veut venir sur Juste Milieu pour un petit débat, avec plaisir, hein. Moi, tu sais, on est des humanistes, hein. Donc, mais merci beaucoup pour le message. Mister Deans qui dit la comparaison n'est pas pertinente à mon sens, mon Rémi. La critique sur le Qatar est tout à fait justifiée, mais la question du boycott est effectivement posée trop tard, car comme tu le dis toi-même, l'émir s'en tamponne. Alors, ok, dans ce cas-là, effectivement, je comprends mieux. C'est peut-être moi, du coup, qui n'ai pas compris. Si c'est sur la question du boycott de ça, c'est trop tard, oui, effectivement, à la limite, ça, j'en conviens. C'est sur les autres éléments, plutôt, où j'ai un peu de mal avec cet argument-là. Maintenant, la question du boycott, en vérité, enfin, c'est un peu enfin, comment dire? Même ça, c'est un peu une tarte à la crème morale, tu vois. En vrai, enfin, même pour être un peu plus cru, on se branle avec la question du boycott. Même autour de moi, j'ai des copains qui se prennent pour Jean Moulin en me disant ah ouais, moi, tu sais, je regarde pas, je boycotte et tout, je regarde pas, mais tout le monde s'en fout, mon gars. Mais tout le monde s'en branle. Surtout que, euh, comment dire? Ce que je trouve assez malhonnête, c'est quand tu me regardes, enfin, tu sais, quand je discute avec un pote qui me dit ouais, non, mais tu sais, moi, je boycotte ce qui s'est passé au Qatar, c'est abusé, et il a un putain d'iPhone dans les mains, tu vois. Là, tu dis voilà. Voilà, c'est là où voilà, se placer sur un pan moral de ces trucs-là m'embête un peu en vérité. Et c'est vrai, il y a Benoît P qui dit je dis beaucoup en vérité, ça c'est vrai. Ça c'est tout à fait vrai. Et t'as raison, tu me fais prendre conscience de ce tic de langage. Mais donc voilà ce que je voulais vous dire. Merci à Matoué70 qui vient de se prime, c'est le 8e mois. Merci beaucoup. Donc non, non, clairement, cette affaire du boycott, en fait, je pense que c'est pas le vrai sujet. C'est parce que ça ne change rien. Euh, Savoir pourquoi on boycotte, à mon avis, me semble le plus important. Qui est vraiment les éléments, pourquoi, comment. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, boycotter la Coupe du Monde au Qatar et avoir des Nike ou un iPhone, moralement, enfin,
ça se vaut, tu vois. On pourrait venir t'emmerder à dire oui, t'as un iPhone, tu contribues à machin, à bidule et tout. Sinon, on arrive dans une société de fous, tu vois. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut chez soi, mais ce qui m'embête, c'est, on va dire, le besoin que le besoin que cette décision individuelle, le boycott, soit érigé en panneau moral à brandir devant les autres. Ça m'emmerde. Voilà. Ça, chacun fait ce qu'il veut dans sa maison. Tu regardes pas, tu fais ce que tu veux. Mais ce qui m'embête, c'est quand ça devient une revendication à portée universelle, où il faut te regarder avec des yeux vraiment à dire waouh, qu'est-ce qu'il est fort, il boycotte la Coupe du Monde. Sauf que si tu rentres là-dedans, c'est un cercle infernal. C'est un cercle vicieux parce que après on va dire ah oui, mais en fait, tu as des Nike. Ah oui, mais toi, tu as un iPhone. Ah oui, mais toi, tu manges de la viande. Et là, c'est vraiment, mais c'est un confessionnal à ciel ouvert où tout le monde est une grenouille de bénitier à savoir qui sera le plus probant avec sa morale. Et ça, honnêtement, ça me casse les couilles. Voilà, je suis un petit peu cru. Mais ça, c'est un truc qui m'emmerde et c'est le danger de cette époque où tout le monde se veut plus vertueux que son voisin, sans réellement savoir pourquoi. Tu vois, c'est les gens qui disent ah ouais, moi je suis écolo, je suis super écolo. Les éoliennes. Oui, mais ça marche comment une éolienne? Ah, je ne sais pas. Oui, mais le nucléaire, c'est pas bien. Oui, mais ça marche comment une centrale nucléaire? Je sais pas, c'est Greta Thunberg. Et c'est ça qui est embêtant. Faisons primer la connaissance aux dépens de la morale. Eh, oh, elle est pas belle celle-là? Oui. T'as vu? C'est peut-être la phrase pour résumer la journée. C'est ça. Tu vois, d'abord la connaissance, après les tweets moralisateurs. Ah bah, chacun met sa formulation. Je ne vais pas t'en faire 15 non plus, mais tu as compris l'idée. Je pense que ça me plaît un peu plus, tu vois. Ça me plaît un peu plus. Quand les gens viendront nous expliquer, ouais, je suis contre les centrales nucléaires pour telle raison, on est d'accord que c'est quand même un petit peu plus intéressant intellectuellement que quelqu'un qui dit je suis contre le nucléaire parce que si t'es pour, t'es une ordure. Tu vois. Intellectuellement, c'est un peu léger. Donc en fait, c'est un peu l'idée générale de ce que je veux vous dire, c'est ça. Et c'est pareil sur en fait tous les sujets. Oh putain, la conclusion aujourd'hui, c'est du petit lait. C'est-à-dire que on peut s'indigner, on peut se monter la tête, on peut disqualifier les uns, en vouloir aux autres, on peut faire tout ça. Mais que tout ça s'appuie sur des connaissances. Voilà. Tu vois, sur des faits. Tu vois, paf. Parce que dire, ouais, les vaccinés, c'est des moutons, euh, ça t'avance à rien, en fait. Tu te rassures, on est sur un plan moral. Après, quand tu comprends pourquoi, qu'est-ce qui a été mis en place pour forcer les gens à se faire vacciner, euh, enfin, sur tous les sujets, le Qatar, c'est pareil. Je boycotte parce qu'il s'est passé ça, 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 ça. Là, on est pas mal. Tu vois. Alors que je boycotte parce que, de toute façon, j'ai jamais regardé le foot de ma vie, tu vois, ça c'est bidon. Tu vois. Bref, t'as compris. Ah, il y a de l'émotion. Je pense que les gens pleurent. Il y a des larmes, il y a des larmichettes. Ah, j'ai entendu les critiques portées contre un événement à portée internationale. Et ce à quoi je réponds fermement, en écoutant pour autant les avis contradictoires, le respect de la parole d'autrui. Et ça n'a pas de prix. Et c'est sur ce que j'aimerais conclure. Ce bistrot, un caractère juste. Voilà. Aussi appelé juste bistrot. Ça, c'est quand même très belle invention. Et j'y réponds avec force, gravité, solennité également. J'ose les mots. J'ose les mots. Et c'est pourquoi je vous donne rendez-vous. Pas plus tard que ce soir, à 18 h, à l'heure où blanchit la campagne. Ah, il faut que j'arrête. Je suis trop dans le rôle de Dominique Strauss-Kahn, j'allais m'en prendre sexuellement à mon bureau. Non, tu vois, c'est fou, hein, t'es vite dans le rôle. Hein. C'est extrêmement dangereux. Donc, les amis, on va finir là-dessus. On va finir sur ces petites réflexions. J'espère que ça vous a plu, les copains, les copains. J'espère que ça vous a plu. Alors, programme complètement fou, je vous l'ai dit, c'est un grand chelem cette semaine. C'est la première fois, je crois d'ailleurs, qu'on fait ça sur Juste Milieu. Il y aura eu une vidéo tous les soirs. Alors, c'est Radio Qatar, hein, le rendez-vous, ça c'est... Alors, je le fais dans l'ordre, bougez pas. 18 h. Ce soir, c'est 18 h, le rendez-vous. Ce nouvel échange hein, avec Romain Molina au sujet de son nouveau livre sur le Yémen. Soit il y a vraiment 1 heure d'échange. Et il nous a révélé des choses. Je te fais pas de la promo de ma chaîne.
Tu regardes pas, tu fais ce que tu veux. Mais il y a une affaire qui est à la hauteur du scandale entre Lafarge et Daesh. Donc Lafarge qui avait payé directement l'État islamique pour des prestations de protection et pour avoir accès je sais plus ce que c'était exactement, c'était enfin un complexe industriel bah, pour leur truc, je sais plus, production de béton, quelque chose comme ça. Donc on a vraiment une affaire à ce niveau-là qui touche directement Total et Al-Qaïda. Donc ça, entre autres révélations dans le nouveau livre de Romain Molina. Donc ça, c'est ce soir à 18h. Rendez-vous, le ciment, voilà, production de ciment. Demain, 18h également. Tout est à 18h en fait, on se fait pas chier comme ça. Tout est à 18h, épisode 4 de Radio Qatar. Alors il y a encore de très belles choses, de les voir. C'est le format un peu exceptionnel, hein, juste milieu. Couvre la Coupe du Monde hein, sans parler de football. C'est quand même un exploit. Alors, on parle de tous les trucs qu'il y a autour et je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Et dimanche 18h, alors là, soyez au rendez-vous, on finit la semaine, mais vraiment, c'est Sky is the limit avec Agnès Pannier-Runacher. Alors là, vraiment. Là, on va se régaler. Là, on va se régaler. Ça finit le deuxième épisode du panier Runacho. On va revenir sur l'affaire Perenco, qui est vraiment, bon, bah, là encore, c'est plus un scandale passé sous silence. C'est encore pire que ça. Et en tout cas, vous comprendrez pourquoi, mais on a une nouvelle initiative citoyenne. Vous savez, on le fait de temps à autre et quand vraiment les sujets le nécessitent. Et là, c'est le cas sur cette affaire Perenco pour la démission d'Agnès Pannier-Runacher. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez relayer. Ça prend la forme d'une pétition, mais l'idée c'est que y ait le plus d'écho possible qui soit donné à cette initiative pour que, si possible, les choses bougent, parce que vous allez le découvrir dimanche à 18h. On est en face, mais vraiment d'un scandale. Mais au niveau de l'affaire Cahuzac, voire peut-être un petit peu, parce qu'il y a même des histoires d'enfants mineurs, enfin un truc, mais assez sidérant. Donc, je vous mets le lien de la pétition si vous avez envie voilà, de donner de l'écho, parce au bout de 100, 200 000 signatures, bah, médiatiquement, il doit y avoir un écho. Donc que ce soit relayé, on verra, on tente le coup, ça peut être pas mal, un petit coup de projecteur sur Juste Milieu. Donc le lien est dans le chat, pardon, le lien est dans le chat. Si vous voulez partager, Edouard vous a conçu ça, il y a tous les boutons Twitter, tu peux partager autour de toi, enfin c'est que du plaisir. Donc voilà les amis, je crois qu'on a fini pour nous pour cette semaine. On se retrouve pour le Juste Bistrot mardi, hein, ça c'est mardi 11h30, prochain épisode. Peut-être lundi sur Twitch, on va voir comment évolue la journée. En tout cas, les amis, merci à Joël3104 qui vient de subprime. On finit en beauté. Merci mon Joël. Les amis, on finit comme ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là, d'être présent, d'être toujours aussi nombreux autour de Juste Milieu. Grande fête possible dès la semaine prochaine parce que on est à 299 000 abonnés. On a passé même les 299, 150 abonnés. Donc, peut-être que la semaine prochaine, on va passer le cap des 300 000. On fera une émission spéciale sur YouTube, à mon avis. On fera un truc sympatoche, on fera la fiesta. Donc, ce sera ensemble. Je pense que ce sera sur YouTube pour qu'il y ait plus de copains. Il y aura Edouard, on fera ça directement chez moi. Enfin, ça va être la zizanie. Donc voilà les copains, merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, je vous remets le lien dans le chat de l'initiative populaire hein, pour la démission d'Agnès Pannier-Runacher. N'hésitez pas à partager les amis, je vous embrasse. Bisous à vous. Rendez-vous sur Twitch semaine prochaine et puis toute la semaine à 18h, là, le week-end, il y a plein de vidéos qui arrivent. Allez, bisous, vive la rigolade et vive la France.